Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Le président béninois Kossi Romuald Wadani poursuit sa tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest et a effectué une visite stratégique au Mali où il a été reçu par le président Assimi Goïta. Cette rencontre de haut niveau intervient dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires, économiques et diplomatiques. Quels sont les véritables enjeux de cette visite? Quels accords ou engagements pourraient émerger de ces échanges entre Bamako et Cotonou? Et quel message cette rencontre envoie-t-elle à la sous-région? Dans cette vidéo, nous revenons sur les moments forts de cette visite et analysons ses implications. À savoir la prolongation du périple du nouveau président de la République du Bénin, Kossi Mboueke Romuald Wadani, vers ses homologues du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Mali. Bien sûr, on pourrait tenter de se demander quel intérêt a-t-il de se rendre en particulier au Sénégal, quel intérêt a-t-il de se rendre en particulier en Guinée-Bissau, quel intérêt a-t-il de se rendre en particulier au Mali. Je voudrais commencer par évacuer les questions qui se posent pour les deux premiers pays cités. Le Sénégal et la Guinée-Bissau font partie de la même organisation régionale que le Bénin du président Kossi Mboueke Romuald Wadani. Ce sont des pays de la CEDEAO, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. Et de ce point de vue, on peut considérer comme tout naturel qu'un président nouvellement installé à la tête d'un pays de la CEDEAO aille saluer ses pairs, PAIRS, de la CEDEAO. Donc, l'événement politique de ce deuxième grand déplacement du président béninois, ce n'est pas le fait qu'il soit allé en Guinée-Bissau ou au Sénégal. Globalement, on sait ce qui se passe en Guinée-Bissau. Le général Hortan Tam, qui a fait le coup d'État pro-français et en complicité avec l'ancien potentat du lieu, Umaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi. Le général Hortan Tam n'a rien de nouveau à apprendre à Kossi Mboueke Romuald Wadani, le président béninois. On sait que c'est un général d'opérette qui a été fabriqué par la France-Afrique pour bloquer le processus populaire, le processus d'expression populaire du peuple bissau-guinéen. Et d'ailleurs, on sait que c'est le PAIGC, Parti de l'Indépendance, de Domingo Simoes Pereira, qui avait gagné. Et que c'est un coup d'État france-africain et même sénégalais qui a permis l'inversion du score des résultats et l'installation d'un général d'opérette à la solde de la France-Afrique, Hortan Tam, à la tête de la Guinée-Bissau. Ça, c'est un fait. C'est un fait scientifique incontestable. Nous avons tous vécu cet épisode ici. Donc, je ne pense pas que le président béninois aille découvrir quelque chose de particulier du côté de la Guinée-Bissau. Il sait à quelle sauce les Bissau-Guinéens sont mangés. Quant au voyage au Sénégal, qui est un pays membre de la CEDEAO, un membre important de la CEDEAO, tout naturellement, c'est un voyage tout aussi classique. Et puis, dans la scène politique sénégalaise actuellement, il n'y a pas de raison d'être particulièrement optimiste. Il n'y est pas allé à la découverte d'un Sénégal qui se porterait au mieux. Tout le monde voit bien la tension qu'il y a entre le président de la République au Sénégal et le président de l'Assemblée nationale, notamment depuis que l'actuel président de la République a décidé d'abandonner le programme de PASTEF au nom duquel il a été élu et de larguer celui qu'il a porté au pouvoir et qui lui a cédé sa candidature, à savoir le président de l'Assemblée nationale, président de PASTEF, Ousmane Sonko. Donc je ne pense pas que le président Kossi Mboueke Romuald Wadani soit non plus allé au Sénégal à la rencontre de nouveautés, de réalités nouvelles. Je ne pense pas que c'était un voyage politiquement très stimulant pour lui. Je pense que c'était un voyage plutôt classique. Ce qui est très différent, y compris même d'un voyage en Côte d'Ivoire, c'est le déplacement du président béninois ici à Bamako, au Mali. Il est venu rencontrer le président de la transition de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Or, tout le monde sait que le président Assimi Goïta, dans cette sous-région, n'est pas n'importe qui. Il est le président du pays qui héberge la charte de l'Alliance des États du Sahel, celle qui a mis fin à la suprématie de la CEDEAO sur l'Afrique de l'Ouest. Il est le président du pays qui a, en tant que pionnier, ouvert le chemin de la révolution panafricaniste ou ouest-africaine de ce siècle. Car le président Assimi Goïta est à la tête du pays qui a délogé en premier, dans cette séquence historique singulière, les troupes néocolonialistes françaises.
Par la suite, les troupes impérialistes de l'ONU, les troupes impérialistes de l'Union européenne. Et c'est le président Assimi Goïta et ses compagnons de la révolution du Mali Koura et du Conseil national de transition du Mali qui ont inspiré positivement le Burkina Faso et le Niger, afin que ceux-ci accomplissent à leur tour le changement radical de la stratégie de lutte contre le terrorisme et engagent la marche vers la souveraineté réelle de l'Afrique dite francophone, qui a été suspendue depuis l'escroquerie des soi-disant accords de coopération de défense, accords culturels, etc., et pseudo-indépendance des années 60, traficotés, truqués, piégés par le néocolonialisme français, à travers notamment ces grands architectes que furent le général Charles de Gaulle et son homme de main Jacques Foccart. Donc, que ce soit au Bénin ou dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique continentale et dans toutes les diasporas, et même pour tous les observateurs de tous les continents, des déplacements et du positionnement du nouveau président béninois, la visite qui était la plus attendue, les 3 visites que je viens d'évoquer, c'est la visite ici au Mali. Car il y a une 3e raison. Le président Assimi Goïta ayant été, comme je l'ai rappelé, le premier président en exercice de la Confédération d'Alliance des États du Sahel, prendre langue avec lui est déterminant dans l'amélioration des relations bilatérales et même multilatérales du Bénin avec son grand voisin le Niger, son voisin le Burkina Faso et par extension le Mali, qui nécessairement est dès lors son partenaire. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce que nous devons en particulier scruter dans la visite du président Ouadani ici à Bamako? À mon avis, nous avons 3 choses à essayer de comprendre. Nous devons nous efforcer de lire entre les lignes de toutes les déclarations qui ont été faites de part et d'autre ici à Bamako lors du passage du président Kossi Mboueke Romuald Ouadani, nouveau président béninois. Premièrement, il est venu dans le pays qui a entièrement révisé la doctrine de la lutte antiterroriste. C'est le Mali qui, le premier, a montré que on ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique en s'appuyant sur les puissances qui l'ont installé. Quelles sont les puissances qui ont installé le terrorisme en Afrique? Ce sont les puissances de l'OTAN, celles qui ont saccagé la Libye et assassiné Kadhafi en 2011, dont notamment les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy et la Grande-Bretagne de David Cameron. Quelles sont les puissances qui déstabilisent le Sahel? Ce sont les puissances qui précisément ont créé les 2 principales organisations terroristes sahéliennes qu'on retrouve dans le golfe de Guinée et maintenant dans le bassin du Zambèze et jusqu'aux portes de l'Afrique du Sud. Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les services américains dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan, et l'État islamique, organisation de mercenaires terroristes créée par les mêmes services américains sous l'administration Obama-Clinton, nous a ouvertement révélé l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, pour déstabiliser les pays du Moyen-Orient qui ne veulent pas céder leur pétrole gratis aux Occidentaux, leur gaz, leurs ressources naturelles. Ça a été le cas de l'Irak, ça a été le cas de la Syrie, c'est le cas du Liban et c'est le cas de la Palestine, c'est le cas de l'Iran. Ces pays sont attaqués par la coalition occidentale pour les dépouiller. Et on a créé l'État islamique pour déstabiliser les pays que l'Occident militaro-politique veut dépouiller. C'est le même groupe qui ont opéré donc en Afrique du Nord, notamment donc en Libye. On les a retrouvés à un moment donné d'ailleurs en Algérie. Puis, progressivement, ils sont descendus de la Libye, de l'Algérie notamment, vers le Sahel, qu'ils ont envahi sous la bienveillance de leurs protecteurs, ceux qui leur donnent des armes, ceux qui leur donnent du renseignement satellitaire, ceux qui leur donnent des munitions, ceux qui leur donnent même de temps en temps des otages pour pouvoir bien les financer, ceux qui leur assurent une grande couverture médiatique, et maintenant qui leur donnent même une couverture diplomatique, et puis qui les aident à formuler une espèce de cohérence bricolée, une idéologie bizarre qui désormais s'appelle l'islamisme soi-disant chrétien, mais en fait un islamisme crétin. Le Mali est le pays qui a remis en cause la doctrine de la lutte antiterroriste en disant « Nous ne pouvons pas combattre Al-Qaïda et l'État islamique en nous faisant aider par l'OTAN, par l'Union européenne, par la France. Car ces pays-là sont les parrains des groupes terroristes qui nous attaquent. Le soi-disant MNLA, qui est devenu le FLA, le JNIM, le GSIM, tout ça, ce sont des mercenaires de l'OTAN, des alliés de l'OTAN qui sont au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ce sont les mercenaires de la France qui attaquent le Mali, qui attaquent le Burkina Faso, le Niger, et par la suite le Togo, même la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun. Ce sont eux qui attaquent dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui attaquent dans la région de Kabora Bassa,
au Mozambique. Et ce sont eux qui attaquent bientôt l'Afrique du Sud qu'ils veulent dépecer en y provoquant artificiellement un conflit génocidaire interafricain. C'est la manipulation de toute l'Afrique par la coalition occidentale qui est la principale source des conflits que nous connaissons. Ce sont des conflits instrumentaux, utilisés selon la méthode de l'ordre par le chaos, ces conflits permettant aux puissances occidentales de se rendre indispensables, et une fois qu'elles se rendent indispensables, de mettre la main sur les régimes politiques, mettre la main sur les ressources, et le tour est joué, satisfaire leur problème fondamental, la pauvreté de leur terre et l'angoisse existentielle qui en résulte.